J'ai toujours été doué de mes mains, doué pour réparer ce qui est cassé. Un moteur qui tousse, une transmission qui grince. Je sais écouter, diagnostiquer, remplacer la pièce défectueuse. Mais il y a des choses qu'on ne répare pas. On les remplace, entièrement. Depuis des mois, mon mariage faisait un bruit étrange, un grincement subtil que moi seul semblais entendre. Émilie, ma femme depuis 15 ans, était devenue une étrangère vivant sous mon toit. Son téléphone, autrefois un objet banal, était devenu le prolongement de sa main, son écran toujours incliné loin de mon regard. Les séminaires de marketing se prolongeaient tard dans la nuit, et un parfum que je ne connaissais pas flottait dans son sillage. Elle me croyait naïf. Elle pensait que je ne voyais rien, que j'étais juste le petit garagiste qu'elle décrivait à son amant. Alors, j'ai joué le jeu. Je lui ai proposé une seconde lune de miel, une escapade romantique dans un chalet isolé du Morvan, sans téléphone, sans distraction. Juste nous deux. Elle a vu là une occasion de calmer sa conscience avant de me quitter. Moi, j'y ai vu le piège parfait. Comment aurait-elle pu deviner que ce voyage n'était pas destiné à nous sauver, mais à la détruire? J'ai toujours été doué de mes mains, doué pour réparer les choses qui sont cassées. Mais certaines choses, on ne les répare pas. On les remplace. Je m'appelle Marc Chevalier, et depuis 23 ans, je suis mécanicien au garage Chevalier, l'atelier que mon père a monté et que j'ai repris quand son cœur a lâché. Je connais les moteurs. Je connais les boîtes de vitesse. Je reconnais le bruit que fait un roulement juste avant de céder. Ce minuscule murmure de fatigue du métal que la plupart des gens n'entendent jamais. C'est peut-être pour ça que j'ai remarqué quand mon mariage a commencé à faire le même bruit. Émilie n'a pas toujours été comme ça. Quand nous nous sommes rencontrés il y a 15 ans au mariage de sa cousine, elle a été attirée par ce qu'elle appelait ma « confiance tranquille ». Elle adorait que je puisse réparer sa vieille Twingo cabossée avec seulement quelques outils de base et de la détermination. Elle s'asseyait sur une caisse en plastique dans mon garage, buvant une bière et riant de mes histoires de clients difficiles. Nous étions heureux avec nos pizzas du vendredi soir, notre café du dimanche matin sur la terrasse, notre vie simple dans notre petite maison de la rue du Chêne. Les changements ont commencé doucement. Pourquoi ne partons-nous jamais dans des endroits intéressants? Demandait-elle en faisant défiler Instagram. Regarde le voyage de Sarah aux Baléares. Regarde la nouvelle cuisine de Sophie. Je lui rappelais que le mari de Sarah était noyé sous les dettes et que Sophie en était à son 3e mariage, mais Émilie se contentait de soupirer en disant que je ne comprenais pas. Puis sont venues les nuits tardives, les séminaires de marketing qui, curieusement, nécessitaient des sessions en soirée, des dîners de cohésion d'équipe, qui duraient jusqu'à minuit. Son téléphone, qui traînait autrefois oublié sur le comptoir, est devenu une extension de sa main. Elle l'inclinait quand je passais, juste assez pour que je ne puisse pas voir l'écran. Le code de déverrouillage, qui était la date de notre anniversaire, est devenu quelque chose que je ne connaissais pas. Un nouveau parfum est apparu sur sa commode, quelque chose de cher qui lui donnait une odeur d'étrangère. Des reçus de café dans des quartiers où elle n'avait aucune raison d'aller. La façon dont elle retouchait son maquillage avant de courir faire les courses. La façon dont elle a cessé de me demander comment s'était passée ma journée, et a cessé de me raconter la sienne. Je voulais lui faire confiance. Mon Dieu, comme je voulais lui faire confiance. Je ne voulais pas être ce mari, le paranoïaque qui vérifie les factures de téléphone et suit la voiture de sa femme. Mon père m'a toujours dit que la confiance était le fondement de tout. Sans elle, vous n'êtes que 2 étrangers qui partagent des factures. Alors, j'ai étouffé les murmures, ignoré les signaux d'alarme, je me suis dit que j'imaginais des choses. Mais un mécanicien apprend à faire confiance à son instinct. Quand quelque chose ne tourne pas rond, c'est généralement le cas. Ce mardi soir d'octobre, Émilie me croyait endormie. J'ai entendu son téléphone vibrer sur la table de chevet. 1 fois, 2 fois, 3 fois en succession rapide. Elle l'a attrapé et s'est glissée dans la salle de bain. À travers la porte, je pouvais l'entendre glousser, ce rire léger et musical qu'elle ne m'avait pas offert depuis des mois. Quand elle est revenue au lit, elle a pris soin de ne pas me toucher, créant entre nous un vide qui ressemblait à un canyon. Allongé dans le noir, j'ai écouté sa respiration ralentir jusqu'au sommeil et j'ai pris une décision. Je n'allais pas la confronter avec des soupçons et des sentiments. Je n'allais pas supplier pour la vérité ou exiger des réponses sur lesquelles elle ne ferait que mentir.
J'allais faire ce que je faisais de mieux, diagnostiquer le problème méthodiquement, rassembler des preuves, comprendre exactement ce qui était cassé avant de décider s'il fallait le réparer ou le mettre à la casse. Le lendemain matin, je suis allé à mon garage plus tôt que d'habitude. Je me suis assis à mon établi, nettoyant et organisant mes outils. Chaque clé à sa place, chaque tournevis dans son logement. Mettre de l'ordre dans le chaos. C'est ce dont j'avais besoin maintenant. Mettre de l'ordre dans le chaos qu'Émilie avait introduit dans notre vie. J'ai passé toute ma vie à réparer des choses. Mais cette nuit-là, en regardant le téléphone d'Émilie s'illuminer de messages qu'elle pensait que je ne pouvais pas voir, j'ai réalisé que certaines choses ne sont pas faites pour être réparées. Elles sont faites pour être exposées. J'ai engagé le détective privé un jeudi matin. 3 jours après ma décision. L'agence Enquête Petit était située à 3 villes de là, à Bellerive, où personne ne me connaissait. Thomas Petit était un ancien flic, un homme trapu et direct, le genre d'homme qui avait vu assez de trahison pour n'être surpris par rien. Vous voulez le dossier complet ou juste une confirmation ? A-t-il demandé en faisant glisser une grille de tarifs sur son bureau encombré. Tout, ai-je dit. Photo, enregistrement si c'est légal, information sur la personne qu'elle voit, activité financière, tout. Thomas m'a étudié. Vous êtes sûr ? Parfois, en savoir moins, c'est mieux pour la procédure de divorce. Le préjudice moral, tout ça. Je répare des choses pour gagner ma vie, lui ai-je répondu. Je ne peux pas réparer ce que je ne comprends pas entièrement. Le premier rapport est arrivé une semaine plus tard. Thomas avait suivi Émilie déjeuner chez Laurent, le restaurant français du centre-ville où les entrées coûtaient plus cher que notre budget de course de la semaine. Les photos étaient nettes. Émilie riant, sa main posée sur l'avant-bras d'un homme en costume à 2000 €. David Lefebvre, 32 ans, directeur marketing au cabinet Lefort. Diplômé d'HEC, une Tesla sur le parking, tout ce que je n'étais pas. J'ai étudié ces photos à mon établi après avoir fermé le garage. Émilie portait une robe que je n'avais jamais vue, des bijoux qui ne faisaient pas partie de sa collection habituelle. Elle était radieuse, vivante d'une manière que je ne l'avais pas vue avec moi depuis des années. Sur une photo, David lui donnait à manger quelque chose avec sa fourchette. Sur une autre, sa tête était renversée en arrière dans un éclat de rire, son cou exposé, vulnérable et magnifique. La surveillance de Thomas a continué. Les déjeuners du mardi sont devenus une habitude. Les réunions clients du jeudi soir étaient en réalité des soirées dans des bars à vin en ville. Le séminaire de week-end à Lyon, 3 semaines après le début de son enquête, s'est avéré être une chambre d'hôte dans le Morvan. Thomas était minutieux, professionnel, et d'une certaine manière, désolé dans sa documentation détaillée de la double vie de ma femme. Le pire, c'était les SMS. Le technicien de Thomas les avait récupérés de la sauvegarde cloud d'Émilie. Elle n'avait jamais changé le mot de passe que j'avais configuré pour elle des années auparavant. David, j'arrête pas de penser à la nuit dernière. Émilie, moi non plus. Marc mourait s'il savait ce que cette table de salle de réunion a vu. David, quand est-ce que tu vas le quitter ? Émilie, bientôt. Il faut juste que je règle la question de l'argent. En France, je devrais avoir la moitié de tout, y compris son garage. David, tu mérites tellement mieux que ce petit garagiste, Émilie. Émilie, ce n'est pas un mauvais homme, juste. Petit. Petit rêve, petite vie. J'ai besoin de plus. Un petit garagiste. 15 ans de mariage, et j'étais un petit garagiste aux rêves étriqués. J'ai tout organisé méthodiquement. Photos triées par date et lieu. Transcription de textes surlignés pour leur pertinence. Relevé financier montrant des dépenses dans des hôtels pendant de supposées soirées entre filles. Une chronologie de mensonges, chacun documenté et vérifié. Le plus étrange, c'était le calme que je ressentais. Pas de rage, pas de chagrin désespéré, juste une compréhension froide et claire que la femme qui dormait à côté de moi chaque nuit était une étrangère portant le visage de ma femme. Elle prévoyait de me détruire financièrement tout en se faisant passer pour la victime. La femme du mécanicien de province qui méritait mieux. Je me suis renseigné sur le droit du divorce de manière obsessionnelle. En France, l'adultère pouvait avoir un impact sur la pension alimentaire. Avec suffisamment de preuves de dissimulation financière et de planification, je pouvais protéger le garage que mon père avait bâti. Mais il fallait qu'Émilie fasse une erreur,
qu'elle soit prise au piège de manière si complète qu'aucun avocat ne pourrait la défendre. Thomas a appelé un mardi soir, 6 semaines après que je l'ai engagé, alors qu'Émilie était à un autre dîner client. « Votre femme devient négligente ?» a-t-il dit. « Comment ça ?» ai-je demandé. « Lefebvre est venu chez vous ?» a-t-il répondu. « Quoi ? 2 fois. Pendant vos heures de travail. Les voisins ont peut-être remarqué la Tesla, a-t-il expliqué. Assis dans ma cuisine vide, j'ai digéré cette violation. Notre lit. Elle l'avait amené dans notre lit. Il y a plus, a continué Thomas. Lefebvre est marié. Sa femme n'est pas au courant. Ça pourrait être un levier utile. Envoyez-moi tout, ai-je dit. Cette nuit-là, j'ai regardé Émilie rentrer légèrement ivre, fredonnant pour elle-même. Elle m'a embrassé distraitement sur la joue et est allée prendre sa douche. J'ai entendu son téléphone vibrer sur le comptoir de la salle de bain, je l'ai entendu rire, je l'ai entendu murmurer, « Je t'aime aussi », à quelqu'un qui n'était pas moi. Émilie se croyait si intelligente, si prudente. Mais les mécaniciens savent quelque chose que la plupart des gens ignorent. Chaque machine a un point de rupture. Et je venais de trouver le sien. L'idée d'une seconde lune de miel m'est venue alors que je refaisais une boîte de vitesse. Parfois, pour réparer quelque chose correctement, il faut d'abord le démonter complètement, poser chaque pièce sur la table et voir comment elles se sont usées les unes contre les autres. J'ai commencé ma comédie un dimanche matin, 2 mois après avoir engagé Thomas. Émilie buvait son café, faisant défiler son téléphone avec ce sourire lointain qui signifiait qu'elle envoyait un message à David. Je me suis assis en face d'elle, j'ai pris sa main libre. Il faut qu'on parle, ai-je dit. Son visage a pâli. Le téléphone est devenu silencieux. De quoi ? A-t-elle demandé nerveusement. De nous. On s'éloigne, Amy. Je le sens. Le soulagement qui a inondé ses traits m'a tout dit. Elle pensait que j'étais aveugle, que je remarquais seulement maintenant la distance qu'elle avait créée. Je l'ai senti aussi, a-t-elle admis. Je veux arranger ça. J'ai réfléchi, et si on partait en voyage ? Juste nous deux. Comme une seconde lune de miel. Je l'ai regardé analyser la situation. La culpabilité vacillant sur son visage, suivie par le calcul. Pourrait-elle faire ça sans éveiller les soupçons ? Est-ce que cela lui achèterait plus de temps pour planifier sa sortie ? On irait où ? Demanda-t-elle prudemment. J'ai trouvé ce chalet dans le Morvan. Complètement isolé, juste les montagnes et la forêt. Pas de distraction, juste nous, pour réapprendre à être nous. L'ironie ne m'a pas échappé. La même région où elle avait passé ce week-end de séminaire avec David quelques semaines plus tôt. Son œil a eu un trait léger tic. Quand s'est-elle enquise ? Dans 2 semaines. J'ai déjà tout arrangé pour le garage. Elle a forcé un sourire. Ça a l'air merveilleux. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, j'ai été le mari qu'elle prétendait vouloir. Je lui ai apporté des fleurs, pas des bouquets de supermarché, mais des compositions du fleuriste chic du centre-ville. J'ai préparé des dîners élaborés, allumé des bougies, lui ai demandé des nouvelles de sa journée avec un intérêt apparemment sincère. J'ai initié l'intimité avec une patience et une attention que je n'avais pas montrées depuis des années. Émilie était confuse, déstabilisée. Parfois, dans les moments calmes, je la surprenais à me regarder avec quelque chose qui ressemblait à du regret. Une fois, après avoir passé 1 heure à lui masser les pieds pendant que nous regardions son film préféré, elle s'est mise à pleurer. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé doucement. « Tu es si merveilleux. »« Je ne mérite pas ça » a-t-elle sangloté. « Tout le monde a droit à une seconde chance » ai-je dit, en lui embrassant le front tout en mémorisant la nuance exacte de culpabilité dans ses yeux. Pendant ce temps, je me préparais. Le chalet était parfait, à 4 heures de toute civilisation, accessible uniquement par une route de montagne sinueuse. Pas de réseau cellulaire sur des kilomètres. J'y étais allé 2 fois en reconnaissance, m'assurant de chaque détail. La boîte de preuves est allée dans le coffre de mon camion. J'ai fait nos valises avec un soin calculé, y compris la lingerie que j'avais trouvée cachée dans son tiroir, les ensembles qu'elle n'avait jamais portés pour moi. Le trajet en voiture était surréaliste. Émilie essayait de paraître excitée, montrant du doigt les couleurs de l'automne, faisant la conversation,
mais je la voyais vérifier constamment son téléphone jusqu'à ce que les barres de réseau disparaissent. J'ai vu sa mâchoire se contracter quand elle a réalisé qu'elle ne pourrait pas envoyer un dernier message à David. Les 2 premiers jours furent une masterclass de manipulation, la mienne et la sienne. J'ai recréé nos premiers rendez-vous, randonnée vers des cascades cachées, cuisine à 2, danse sur notre chanson de mariage sur le parquet usé du chalet. Je lui ai raconté des histoires sur nos débuts, lui ai rappelé des blagues que nous étions les seuls à comprendre, les fait rire sincèrement pour la première fois depuis des mois. Elle a réagi comme une femme se noyant dans la culpabilité. Parfois, elle se laissait aller à la nostalgie, m'embrassant avec quelque chose qui approchait une vraie passion. D'autres fois, elle s'excusait pour aller aux toilettes, et je l'entendais essayer désespérément de trouver un coin de réseau, ayant probablement besoin d'entendre la voix de David pour se rappeler pourquoi elle nous détruisait. La 2e nuit, après que nous ayons fait l'amour avec une tendresse surprenante, elle s'est blottie contre moi et a murmuré, « Peut-être qu'on peut arranger ça. » Peut-être, ai-je acquiescé en lui caressant les cheveux, sachant que dans moins de 24 heures, elle comprendrait le prix à payer pour avoir jeté 15 ans de sa vie. J'ai à peine dormi cette dernière nuit. Émilie était paisible à côté de moi, une main sur ma poitrine, sa respiration profonde et régulière. Elle paraissait plus jeune dans son sommeil, comme la femme qui avait dit « oui », avec des larmes de joie dans les yeux. J'ai mémorisé ce moment, la dernière fois où elle se sentirait en sécurité avec moi. Demain, elle apprendrait ce que 15 ans de confiance pouvaient vous acheter, et ce que cela coûtait de les jeter. Le dernier matin est arrivé, frais et lumineux. J'ai préparé le petit déjeuner pour Émilie, des crêpes aux myrtilles, ses préférées, avec du vrai sirop d'érable et du café frais. Elle est descendue, vêtue de ma vieille chemise de flanelle, les cheveux en désordre, ressemblant plus à la femme que j'avais épousée qu'elle ne l'avait été depuis des années. C'était merveilleux, a-t-elle dit, et je crois qu'elle le pensait. J'ai l'impression de me souvenir de qui nous étions. Nous allons nous souvenir de beaucoup de choses aujourd'hui, ai-je répondu. Après le petit déjeuner, j'ai suggéré une dernière randonnée. Nous avons pris le sentier qui menait à un belvédère d'où l'on pouvait voir 3 régions par temps clair. Émilie m'a tenu la main dans les passages escarpés, Harry quand nous avons surpris un chevreuil, a pris des selfies de nous avec la vallée s'étendant à nos pieds. Elle les a enregistrés sur son téléphone, sans réseau pour les posters, mais je l'ai vu sourire à l'écran. Une preuve de bonheur qu'elle supprimerait probablement plus tard. De retour au chalet, alors que le soleil se couchait à travers les arbres, Émilie a ouvert une bouteille de vin et s'est installée sur le canapé en cuir usé. Elle avait l'air satisfaite, presque heureuse. C'est à ce moment-là que j'ai récupéré la boîte de mon camion. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, son verre de vin s'arrêtant à mi-chemin de ses lèvres. « La vérité » ai-je dit en la posant sur la table basse entre nous. Je l'ai ouverte lentement, comme un mécanicien révélant un moteur détruit à un client. D'abord, les photos. Émilie et David chez Laurent. Sa main sur sa cuisse. Le baiser dans le parking. Le verre de vin a glissé de sa main, le rouge se répandant sur le parquet comme du sang. « Marc, je peux expliquer » a-t-elle commencé désespérément. « S'il te plaît, non. » J'ai étalé d'autres photos sur la table. Les reçus d'hôtel, le week-end dans le Morvan quand elle était soi-disant à un séminaire. Thomas Petit est très minutieux. Son agence est à Bellerive, au cas où tu te poserais la question. Il documente tout depuis 2 mois. Son visage est passé par plusieurs expressions. Le choc, la peur, le calcul, le désespoir. Ça pourrait être n'importe qui, a-t-elle protesté faiblement. J'ai sorti les transcriptions des SMS. Est-ce que je devrais lire ça à voix haute? Celle où tu me traites de petit garagiste? Celle où toi et David discutez de votre vie intime dans notre lit? Ou peut-être la planification financière? Comment tu allais prendre la moitié du garage de mon père? Émilie s'est levée, faisant les 100 pas maintenant, les mains tremblantes. Ce n'est pas ce que tu crois. David ne signifie rien. C'était juste. J'étais confuse, seule, a-t-elle plaidé. Seule, ai-je répété. Dans notre lit, pendant que je travaillais pour payer la vie qui, selon toi, n'était pas suffisante. On peut arranger ça, a-t-elle dit, les larmes commençant à couler. Une thérapie, on ira voir quelqu'un. Je vais quitter David aujourd'hui. David Lefebvre, marié, au fait. Sa femme Jennifer ne le sait pas encore, mais elle le saura demain. J'ai sorti mon téléphone,
lui ai montré l'email que j'avais rédigé pour Jennifer Lefebvre, avec les pièces jointes. À moins que tu ne préfères le lui dire toi-même. Émilie s'est effondrée sur le canapé. Tu ne peux pas. Ses enfants, a-t-elle murmuré. Ces enfants méritent un père qui ne détruit pas les familles pour le plaisir. J'ai sorti le dernier élément, les enregistrements que Thomas avait faits. Tu veux t'entendre mardi dernier, quand tu lui as dit que tu l'aimais? Quand tu as ri de ma stupidité? Je l'ai fait jouer. La voix d'Émilie a rempli le chalet, cruelle et dédaigneuse, discutant de notre vie amoureuse avec un détachement clinique, planifiant sa stratégie de sortie, se moquant de ma proposition de réparer notre mariage. La femme de l'enregistrement ne ressemblait en rien à la femme qui pleurait sur le canapé. Quand ça s'est terminé, un silence s'est étiré entre nous comme un gouffre. Je m'en vais, ai-je dit finalement. Les papiers du divorce sont dans la boîte. Tu voulais être libre de notre vie ennuyeuse. Félicitations, tu l'as. Tu ne peux pas me laisser ici, a-t-elle dit, sa voix montant vers l'hystérie. C'est à des kilomètres de tout. Il y a un téléphone fixe dans le chalet pour les urgences, bien que je doute que David accepte un appel en PCV, ai-je répondu froidement. J'ai pris mes clés, ma veste. Émilie m'a attrapé le bras, le mascara coulant sur son visage. S'il te plaît, ne fais pas ça. 15 ans, Marc. Ça ne signifie rien, a-t-elle supplié. Ça signifiait tout pour moi, ai-je dit en retirant sa main. Pour toi, ça valait moins qu'un directeur marketing avec une Tesla. Je vais mourir ici, a-t-elle crié. Non, tu vas marcher. Tu seras mal à l'aise, fatigué, probablement effrayé, mais tu survivras. Tu es doué pour ça, survivre grâce aux efforts des autres, ai-je répliqué d'un ton neutre. Je me suis dirigé vers la porte. Émilie a suivi, hurlant maintenant, alternant menaces et promesses. Elle me ruinerait. Elle se tuerait. Elle m'aimerait pour toujours si seulement je restais. Elle se rattraperait. Près du camion, je me suis retourné une dernière fois. Tes affaires seront sur la pelouse quand tu rentreras à la maison. Les serrures sont déjà changées. Tes parents savent que tu arrives. Espèce de salaud, a-t-elle hurlé. Tu n'as pas le droit de faire ça. Regarde-moi faire, ai-je dit, et je suis parti. Je pouvais entendre Émilie crier mon nom depuis la terrasse du chalet alors que je descendais cette route de montagne, sa voix devenant de plus en plus petite jusqu'à disparaître complètement. Pour la première fois depuis des mois, le seul son dans mon camion était le moteur qui tournait, doux et puissant, exactement comme il le devait. Le trajet de 4 heures pour rentrer chez moi fut un moment de pure clarté. Je me suis arrêté au relais à mi-chemin, j'ai commandé un café et une tarte aux pommes, et j'ai appelé mon avocat depuis le parking. Avec les preuves que j'avais rassemblées, m'a-t-il assuré, le divorce serait simple. L'adultère d'Émilie, combiné à la preuve de tromperie financière, signifiait qu'elle n'aurait aucun droit sur le garage, et une pension alimentaire minimale, voire inexistante. Elle se battra, m'a-t-il prévenu. Avec quoi? Ai-je demandé. Elle n'a pas d'argent pour un avocat sans moi, et aucun avocat n'acceptera son cas une fois qu'il aura vu les preuves. À la maison, j'ai travaillé méthodiquement. Les vêtements d'Émilie sont allés dans des sacs poubelles, pas par méchanceté, juste par efficacité. Ses bijoux, ses photos, sa collection de romans à l'eau de rose qui lui avait probablement donné l'idée que David était son âme sœur. 23 sacs au total, alignés sur la pelouse comme des soldats. J'ai changé les serrures moi-même. Je suis mécanicien, après tout. Des mains qui peuvent reconstruire un moteur peuvent certainement s'occuper d'une serrure. J'ai fait suivre son courrier à l'adresse de ses parents, annulé ses cartes de crédit sur nos comptes joints, retiré son nom des factures. Une chirurgie, précise et nette. J'ai pris ma semaine, sachant qu'Émilie finirait par rentrer, et je voulais être là pour la scène finale. Ses parents ont appelé ce soir-là. Son père, Bill, a commencé, en colère. Qu'est-ce que tu as foutu? Émilie a disparu. Elle est au chalet dans le Morvan. Il y a un téléphone fixe là-bas pour les urgences. Elle a choisi de ne pas l'utiliser, ai-je interrompu calmement. Tu l'as laissé, a-t-il exigé. J'ai laissé une femme adultère qui prévoyait de me détruire. Voulez-vous voir les preuves, ai-je contré. Silence. Puis, on va aller la chercher, dit-il doucement. J'attendrai. Laissez-la sortir par ses propres moyens.
Elle voulait l'indépendance. Voilà à quoi ça ressemble, ai-je conseillé. 3 jours. C'est le temps qu'il a fallu à Émilie pour rentrer. J'ai appris les détails plus tard par les voisins qui avaient assisté au drame. Elle avait essayé de marcher le premier jour, avait fait peut-être 8 kilomètres avant de rebrousser chemin. Le deuxième jour, elle avait conservé son énergie, espérant probablement que je reviendrais. Le troisième jour, le désespoir l'a poussée à marcher toute la distance, arrivant à la ville la plus proche sale, épuisée et humiliée. Bill est venu la chercher à une station-service. Le propriétaire m'a dit plus tard qu'elle ressemblait à une sans-abri. Cheveux emmêlés, vêtements de marque déchirés et sales, maquillage disparu depuis longtemps. Apparemment, elle avait pleuré pendant tout le trajet du retour, tandis que sa mère restait assise dans un silence de pierre. J'ai regardé par la fenêtre de mon salon la voiture de Bill se garer devant notre maison. Émilie a d'abord vu les sacs sur la pelouse. Elle est sortie de la voiture en titubant, a essayé sa clé dans la serrure. Quand ça n'a pas fonctionné, elle a commencé à marteler la porte. « Marc, ouvre la porte. C'est aussi ma maison », a-t-elle crié. Les voisins regardaient. Madame pâtissier d'en face, les Johnson d'à côté, tous ceux pour qui Émilie avait joué la femme parfaite, la voyaient maintenant s'effondrer sur la pelouse. Je l'ai laissé marteler la porte pendant près d'1 heure. Les laisser crier, pleurer et menacer. J'ai laissé le quartier voir exactement qui était vraiment Émilie Chevalier. Puis j'ai ouvert la porte, me tenant dans l'encadrement pour bloquer toute tentative d'entrée. Elle avait l'air anéantie. Ses cheveux pendaient, son visage était émacié. Ses vêtements, les mêmes que ceux du chalet, étaient ruinés. Elle sentait la peur, la forêt et la fureur. Les papiers du divorce sont dans la boîte, ai-je dit calmement. Signe-les ou conteste-les, c'est ton choix. Mais dans tous les cas, ce mariage est terminé. Tu ne peux pas me jeter comme ça, a-t-elle hurlé. Je ne te jette pas. Je te renvoie chez tes parents, comme une marchandise défectueuse. David Lefebvre a été informé de ta situation, au fait. Sa femme sait tout. Je doute qu'il soit ton filet de sécurité, ai-je répondu uniformément. Émilie s'est jetée sur moi, essayant de me pousser pour entrer dans la maison. Je suis sorti, fermant la porte derrière moi. C'est du vol, a-t-elle crié. Je vais appeler la police. Je t'en prie. J'ai des documents prouvant l'adultère et la fraude financière. Ça les intéressera beaucoup, ai-je répondu. Bill s'est alors approché, le visage épuisé. Viens, Émilie, on rentre à la maison, a-t-il dit avec lassitude. C'est ma maison, a-t-elle protesté. Plus maintenant, ai-je déclaré. Alors que Bill guidait Émilie vers la voiture, elle s'est retournée une dernière fois. Je t'ai aimé, un jour, a-t-elle dit désespérément. Je sais, ai-je dit. C'est ce qui rend tout ça si pathétique. Alors que la voiture des parents d'Émilie disparaissait au coin de la rue, j'ai réalisé quelque chose d'inattendu. Je n'étais plus en colère. La rage qui m'avait rongé pendant des mois avait disparu, remplacée par quelque chose de plus propre. La justice ne rugit pas toujours. Parfois, elle se contente de fermer la porte et de s'en aller. 6 mois. C'est le temps qu'il a fallu pour que tout se mette en place. Le divorce a été finalisé en 4 mois, un temps record. L'avocat commis d'office qu'Émilie avait trouvé s'est effondré face aux preuves. Photos, SMS, relevés financiers, enregistrements. Émilie est partie avec ses vêtements, sa voiture, et rien d'autre. Pas de pension alimentaire, aucun droit sur la maison ou le garage. Le juge a même noté la tentative de tromperie financière dans son jugement. L'histoire de David Lefebvre s'est terminée de manière prévisible. Sa femme, Jennifer, a reçu mon email le lendemain de mon départ du chalet. Leur divorce a été plus compliqué que le nôtre. 2 enfants, des biens importants, sa carrière en jeu. Son entreprise, découvrant que la liaison avait inclus des rencontres dans leur bureau, l'a licencié pour faute professionnelle. Aux dernières nouvelles, il vendait des assurances à Marseille. Émilie vit maintenant chez ses parents. Bill m'a dit qu'elle travaille chez Carrefour, à remplir les rayons pendant le service de nuit. Elle a essayé de recontacter David, mais il avait bloqué son numéro avant même qu'elle ne soit rentrée du chalet. Elle a essayé les applications de rencontres, mais les nouvelles vont vite dans les petites villes. Tout le monde sait quelle est la femme qui a trompé Marc Chevalier,
le mécanicien qui fait tourner leur voiture. Je la croise parfois au supermarché ou à la station-service. Elle a l'air plus vieille, plus dure. La confiance a disparu, remplacée par quelque chose de cassant. C'est toujours elle qui détourne le regard la première. Ma vie s'est reconstruite progressivement. Le garage est plus occupé que jamais. Apparemment, les gens respectent un homme qui se défend. Je revois quelqu'un. Rien de sérieux pour l'instant, mais il y a une institutrice nommée Carole qui amène sa voiture pour la vidange et qui rit de mes mauvaises blagues. Elle est simple, honnête, tout ce qu'Émilie prétendait être. La maison semble différente maintenant, plus légère. J'ai remplacé les meubles de la chambre, repeint les murs, je me la suis appropriée. Pas de fantômes, pas de souvenirs de trahison, juste un espace où je peux respirer. Thomas Petit a appelé la semaine dernière. « Vous allez bien ?» a-t-il demandé. « Mieux que bien », ai-je répondu. « Parfait. Vous avez géré cette situation avec classe. La plupart des hommes auraient tout rasé, a-t-il dit avec approbation. Je lui ai donné ce qu'elle voulait, ai-je dit. La liberté. Elle n'avait juste pas réalisé que la liberté a un prix. Parfois, la nuit, je pense à Émilie dans ce chalet, réalisant que je ne reviendrai pas. Je me demande si elle a compris à ce moment-là ce qu'elle avait jeté, ou si cette clarté est venue plus tard, pendant la longue marche du retour. Je me demande si elle pense à notre vie et réalise qu'elle n'était pas petite. Elle était réelle. Mais la plupart du temps, je ne pense plus du tout à elle. Elle a eu exactement ce qu'elle avait demandé. Parfois, la chose la plus cruelle que vous puissiez faire pour quelqu'un est de lui donner exactement ce qu'il pense vouloir. Et voilà, nous arrivons à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez, ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous, et lançons la conversation. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici, ou si vous n'êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous propose chaque jour des histoires nouvelles et captivantes. Alors, cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.